Très heureuse de vous savoir nombreux pour le compte de votre magazine sociopolitique Tribune. Cette émission vous donne la possibilité, avec un invité bien évidemment, de pouvoir décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Et pour ce numéro, nous sommes très honorés de recevoir sur ces plateaux M. Marius Moubalama. Il est acteur politique, il est analyste plutôt politique, proche de Denis Mukwege. C'est avec lui que nous allons devoir débattre sur certains sujets qui font couler beaucoup d'encre et salive. Bienvenue, M. Marius Moubalama. Merci, Madame Ranta. Merci pour l'invitation que vous nous avez lancée pour être sur ce beau plateau de Mandiko Télévision. Une chaîne de télévision qui est en train de faire ses preuves dans notre pays. Et avec votre professionnalisme, nous disons vraiment merci. Après le moment, ça faisait quand même longtemps qu'on a été sur ce beau plateau. Et c'est une fierté de nous retrouver encore ici. Nos salutations à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Nous allons essayer d'être le plus objectif possible pour apporter notre petite connaissance à ce que nos téléspectateurs attendent de nous. Très bien, d'entrée de jeu, cette question, j'aime toujours commencer par là, parce que c'est sur base de cette question que nous allons développer, nous allons entrer dans les vifs du sujet. C'est la question, c'est comment se porte la République démocratique du Congo à votre entendement? Oui, comme vous le savez, et tel que nous sommes en train de suivre l'actualité, le pays va vraiment très mal. Rien ne va vraiment comme on l'attendait. Vous savez, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui nous ont promis un état de droit. Ils nous ont balancé les slogans déjà le peuple d'abord. Mais quand vous voyez ce que nous vivons le jour au jour, vous allez vous rendre compte que l'état de droit n'est qu'un slogan creux qui est vidé de toute sa substance. Les intérêts de la population, ou bien le bien-être de la population n'est pas au centre de leurs préoccupations ou de leurs politiques. Et du coup, on peut dire que ça ne va pas. Moi, j'ai toujours dit que toute politique publique mise en place, si ça ne contribue pas à l'amélioration du bien-être de la population, c'est que ce n'est pas une bonne politique. Et vous allez voir que tout ce que les gouvernements actuels et les gouvernements passés sont en train de faire, ça n'affecte pas positivement le bien-être de la population. L'insécurité bat toujours son plein. Ce n'est plus seulement l'Est. Quand vous allez du côté ouest où nous sommes, l'insécurité, c'est une monnaie courante. Les problèmes de Koulouna... On se réveille chaque jour avec de nouvelles macabres. Il y a d'ailleurs un enfant qui vient d'être assassiné par son collègue à l'école. Finalement, on ne sait plus à quel endroit le Congolais peut se retrouver en sécurité. Vous savez, le gouvernement a pour charge de sécuriser sa population, de les mettre dans des conditions de vie acceptable ou bien viable, permettez-moi cette tautologie-là. Mais comme vous le dites, c'est chaque jour qu'il y a des situations macabres dans notre pays et ça laisse à désirer. Le Congolais est en insécurité où qu'il soit, où qu'il se retrouve. Ouais, comme le cas que vous venez de soulever de cet enfant qui a été poignardé par son collègue de classe. Comment on peut justifier ça? Comment un enfant peut arriver à l'école avec un objet tranchant? Vous voyez quelle éducation que d'autres parents donnent à leurs enfants. Donc le problème, ça se situe à tous les niveaux et le gouvernement normalement devrait prendre ses responsabilités à bras le corps pour mettre la population congolaise dans une situation de sécurité totale. Il y a également la situation économique avec les taux d'inflation, le coût d'achat des Congolais qui jusqu'à aujourd'hui est toujours au bas de l'échelle. Mais finalement, en tant qu'économiste aussi, je sais que vous avez les études en économie. Que faire? Parce que le gouvernement, Madame Judith Souminois, nous a promis certaines réformes au sein de l'économie nationale, mais jusque-là, nous ne sentons pas bientôt 100 jours du gouvernement Souminois. Mais jusque-là, je ne sais pas de votre côté si vous sentez les retombées de ces gouvernements, Judith Souminois. Ça fait presque 100 jours que Madame Souminois est aux affaires. En fonction. Mais quand vous essayez un peu d'établir son bilan, il est vide. Le bilan est vide, il n'y a aucune réalisation et la situation ne cesse de s'empirer les jours au lendemain. Sur le plan économique, il n'y a pas des efforts qui sont faits, n'est-ce pas? On nous parle de la baisse de l'inflation, on nous parle de... Non, si il y a baisse de l'inflation, madame, on doit les sentir, par exemple, dans le panier du ménagère. Vous êtes même une épouse. Au-delà de votre confort, votre statut professionnel, mais vous allez quand même dans les comme d'habitude. Vous savez que
Le 20 000 francs d'aujourd'hui n'est pas égal aux 20 000 francs d'il y a 5 ans passés. Le panier que vous pouviez vous constituer avec 20 000 francs, vous ne pouvez plus l'avoir aujourd'hui. Ouais. Et donc, si au moins l'inflation a été revue, le taux d'inflation a baissé, on devrait les sentir, n'est-ce pas? Le Congolais a perdu largement son pouvoir d'achat. Depuis l'avènement de ces pouvoirs ici, nous avions tous perdu le pouvoir d'achat. Et rien n'est fait à l'interne, n'est-ce pas, pour qu'on puisse encore relever tant soit peu la tendance. Parce que pour qu'on puisse réguler le problème de l'inflation, madame la journaliste, on doit s'assurer si le plan local ici, nous produisons quelque chose. Notre économie, c'est une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. Tout ce que nous consommons, ça vient de l'extérieur. N'est-ce pas? Le peu de devises qui entre au pays, ça n'a que comme source c'est le secteur minier. Et il suffit seulement qu'il y ait un choc sur le plan international, sur le marché international, par exemple, de cobalt. On sait les sentir ici. Alors, on devrait, si on avait de bonnes politiques publiques sur le plan économique, on devrait divertir notre économie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je me plains, madame la journaliste, de la dernière décision prise par le ministre de l'économie, le professeur Moukoko Samba, que j'admire beaucoup, que j'estime beaucoup pour m'avoir aussi enseigné à l'université de Kinshasa. Mais je me dis, un économiste de son rang, il ne devrait pas prendre de telles décisions. Parce que la décision qu'il a prise de baisser d'annuler des taxes sur les denrées alimentaires, quelle est la conséquence? La conséquence est que ça pousse les Congolais encore à beaucoup consommer les produits venant de l'extérieur. Quand il a pris cette décision-là, les opérateurs économiques non, ils ne seront pas essoufflés, mais ils s'étaient frottés entre eux, ils étaient contents parce qu'ils vont encore importer davantage. Et nous, la conséquence, c'est quoi? C'est que nous allons beaucoup plus exporter les devises. C'est ça le problème, madame. Il devrait développer les mécanismes pour faciliter la production au niveau local. Vous savez, madame, peut-être vous ne le savez pas. Vous savez qu'à Goma et à Bukavu, on ne connaît pas cette histoire des chambres froides. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que là, la viande, il y en a. Le bétail, il y en a à gogo. Et c'est aussitôt qu'on prend une vache, n'est-ce pas, dans une ferme, qu'on la bat et on la consomme directement. Les poissons dans les lacs Kivu et le lac Tanganyika, il y en a à gogo. Les gens qui meurent dans le lac Kivu et dans le lac Tanganyika de vieillesse. Le pêcheur, il pêche et directement les gens viennent consommer. Pourquoi on ne peut pas développer les mécanismes pour que les poissons qui est pêché, n'est-ce pas, à Kalemi ou bien dans les sites Kivu, dans le nord Kivu, puisse être consommé à Mwanda. Le capitaine qui est pêché, n'est-ce pas, à Mwanda, puisse être consommé à Lubumbashi. C'est ça les grandes questions sur lesquelles le ministre de l'économie devrait s'atteler. Et il devrait se constituer en une commission sectorielle, n'est-ce pas? Ministère de l'économie, ministère des transports, pour trouver les mécanismes, culture, pêche et élevage, pour développer les mécanismes de production locale. Madame, je vous dis, la seule province du Nord Kivu est un grenier national, capable, n'est-ce pas, de nourrir toute la République démocratique du Congo, tous les pays. Et le reste de notre production, on peut mettre ça, n'est-ce pas, à l'exportation. Et quand nous mettons nos biens en exportation, nous faisons entrer les devises. Et là encore, il faudra qu'on se le dise, c'est de la bonne qualité, c'est bio, alors que nous consommons parfois de produits qui sont impropres à la santé. C'est choquant que quand par moment, on envoie de l'argent en Namibie pour importer... On fait dépêcher un ministre pour nous exporter le poisson, pour nous importer le poisson et l'argent qu'on dépense pour importer les poissons de Namibie a presque la valeur d'acheter un bateau de pêche. Vous savez que je salue le maman, n'est-ce pas, kimbanguistes, qui ont fait leurs preuves. Ces dames-là qui ne sont que de ménagères, d'autres de cultivatrices, ont pu acheter quand même un bateau de pêche parce qu'on appelle un tinsani, vous le savez. Ils ont mis quelque chose ensemble et ils se sont achetés un bateau de pêche. Et maintenant, a fortiori, le grand pays comme la RDC. Ouais. Madame, il y a possibilité de créer des chemins de fer, de créer des routes de dessert agricole, n'est-ce pas, pour faciliter l'intégration à l'interne, la circulation des personnes et de leurs biens. N'est-ce pas? Vous avez parlé, vous le savez mieux que moi, je crois, c'était l'année passée. Toute une délégation ministérielle était partie encore, n'est-ce pas, en Zambie pour aller chercher le maïs. Pourquoi? Parce qu'il y avait une crise alimentaire dans le Kasaï et dans le Katanga. Est-ce que avoir
importer le maïs a-t-il résolu le problème? Parce que bientôt, cette crise-là pointe encore à l'horizon. On n'a pas donné l'occasion à la production. C'est là qu'il y a les problèmes. Il faut réfléchir en amont et en aval avant de prendre certaines décisions, parce que quand vous allez pour exporter, il faudra aussi prendre des solutions pour que cette crise ne ressurgisse pas. Malheureusement, c'est un manque de politique. Je vous ai dit, c'est un manque ou carrément un manque de volonté. Je vous ai dit d'entrée de jeu que toute politique publique qui n'affecte pas le bien-être de la population n'est pas une bonne politique. Voilà pourquoi Martin Fayulu aujourd'hui vient avec la cohésion nationale, il vient avec le dialogue. Est-ce qu'on peut donner la chance à ces dialogues qui peut-être il pourra amener certaines révolutions pour aider les pouvoirs en place, hein? Qu'est dit le docteur Denis Mukwege, puisque vous êtes déjà proche de ces candidats aux élections de 2023? Madame Louyela, que j'admire beaucoup, votre professionnalisme. Vous êtes sans ignorer que le pays ici a connu plusieurs dialogues. Je prends seulement la période de 96 jusqu'à cette date ici. Des dialogues liés, n'est-ce pas, à la crise qui se vit actuellement à l'Est. Il y a eu le conciliabule de Lusaka, il y a eu Sun City, il y a eu la conférence de Goma entre le CNDP et le gouvernement, il y a eu une négociation avec le M23, ce qui a débouché de partage de pouvoir. La conférence de dialogue de Kodjo, il y a eu le dialogue de Senko. Tous ces dialogues-là n'ont pas, n'est-ce pas, résolu la crise qui se vit à l'Est. Vous êtes sans ignorer, madame, que tous ces dialogues-là a fini par le partage du pouvoir et qui en tire bénéfice, ce sont les politiciens. Parce que les mêmes politiciens qui créent des crises au pays, ce sont les mêmes politiciens qui vont au dialogue et avant de participer à ce dialogue-là, ils exigent d'être amnistiés. Après avoir obtenu l'amnistie, ils obligent aussi, n'est-ce pas, de se retrouver dans le gouvernement comme ministre, comme PDG et consorts. Après avoir tué les Congolais et les sorts de la population, on l'abandonne. Depuis que nous sommes là, aucun dialogue n'a touché les causes profondes de la situation qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, dans la partie ouest du pays, vous savez qu'il y a les Mobondo qui se sont réveillés dans le Kwilu, dans les Maïndombe et consorts. Donc la situation sécuritaire, moi j'estime que le dialogue que Martin Fayulu propose, ça ne va pas dans le sens encore de toucher ces problèmes-là. Moi j'ai comme l'intention que Martin Fayulu veut encore se refaire, n'est-ce pas, une santé politique. Non, financière, je ne veux pas aller dans cette considération-là, mais une santé politique. Parce que si le plan politique, Martin Fayulu est fini. C'est un monsieur qui... il est fini, Martin Fayulu. Il est fini par ses prises de... Il est président de la MOUCA. Non, s'il vous plaît, madame, il est fini dans le sens que... il n'est pas cohérent par ses prises de position. Okay. Vous savez que pendant les élections, Martin Fayulu avait rejeté largement les élections, le processus électoral. Par conséquent, ses membres n'ont pas postulé comme des candidats députés nationaux. Alors même à interdire à ses membres... Il a refusé à ses membres de ne pas prendre aux élections. Mais lui, à quelques jours de fait de dépôt de candidat de président, il se prononce comme quoi il est candidat. Un acteur politique ne peut pas se comporter de la sorte. Aujourd'hui, il surgit avec le dialogue. Il va dialoguer avec qui? Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il avait traité. Lorsque le président Tshisekedi a tendu la main à la classe politique, lui, il a été le premier à dire que non, la main du président de la République était une main sale qu'il ne pouvait pas prendre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il estime qu'a changé, monsieur le président, pour qu'il puisse lui tendre la main? Parce qu'il a suivi dire, le président dire que non, lui, Martin Fayulu n'acceptait pas son pouvoir. Je ne pense pas qu'il va sauter sur cette occasion-là pour se retrouver Premier ministre, peut-être. Et c'est ça un rêve. Nous devons penser à un dialogue qui va toucher aux causes profondes de notre pays. Vous savez, madame, à Kinshasa, nous avons tous accusé le Rwanda comme notre agresseur. Mais il y a des questions profondes sur lesquelles nous ne touchons pas. Le Rwanda et l'Ouganda ne sont que des proxys téléguidés par les multinationales pour nous agresser, afin que ce multinational-là puisse avoir la même mise, n'est-ce pas, sur nos matières premières. Et vous savez que nos matières premières sont indispensables pour l'industrie automobile et l'industrie électronique. Si on ferme la porte pour nos matières premières aux multinationales, ces industries-là tombent en faillite.
Et par conséquent, on doit maintenir la guerre chez nous pour donner la possibilité au Rwanda et à l'Ouganda d'exploiter nos minéraux de façon illégale, en tuant, en violant, en organisant des massacres sur notre territoire et en approvissant notre pays. Et donc le Rwanda et l'Ouganda, ils ne sont qu'utilisés, ils ne sont que téléguidés. Mais le gouvernement congolais est en négociation avec le Rwanda. Oui. Au-delà du Rwanda, il y a les M23, il y a les AFC, et il y a d'autres groupes, il y a d'autres groupes aussi armés non contrôlés qui sont toujours financés par le même multinational. C'est pourquoi, au-delà de citer le Rwanda, au-delà de citer l'Ouganda, il faut aussi penser, n'est-ce pas, à voir la communauté internationale. Parce que la communauté internationale, nous sommes membres, et la RDC est membre. Et vous êtes sans ignorer, madame, que nos parents, nos grands-parents ont participé dans le métier. La communauté internationale a été citée plusieurs fois par le chef de l'État, sur plusieurs tribunes d'ailleurs. J'ai dit ceci, je suis d'accord, que la communauté internationale, à travers le multinational appartenant aux pays puissants, finance nos agresseurs. Mais aussi, nous avons des droits que nous devons réclamer à la communauté internationale. Nos aïeux, nos pères ont participé, n'est-ce pas, dans le métier de paix sur le plan mondial. Il y a aujourd'hui certaines cités, certains avenirs qui commémorent la victoire de nos parents. Il y a l'avenue Sayo, il y a l'avenue Éthiopie, Birmanie, tout ça. Ce sont des cités dans d'autres pays où nos parents ont gagné la guerre pour le maintien de la paix dans le monde. Pourquoi pas aujourd'hui, la communauté internationale ne peut pas nous rendre l'ascenseur? Ouais. C'est pourquoi Dr Denis Mukwege mène un plaidoyer pour que la conférence internationale sur la paix, pour la paix en RDC soit tenue. Et là, on peut s'asseoir avec cette communauté internationale-là et discuter. Et dire à ces multinationales-là qu'il est possible de traiter directement avec la République démocratique du Congo, de venir installer des entreprises au Congo. À conséquence, il n'y aura plus la guerre parce que quand on ne finance plus les Rwandais et l'Ougandais, les Rwandais et l'Ougandais ne peuvent pas tenir tête devant la RDC s'ils ne sont pas soutenus. Nous sommes plus forts. Mais tellement qu'ils sont soutenus, et on a développé un mythe sur les Rwandais et sur l'Ouganda qu'il faut aussi faire tomber. Nous sommes plus forts. Seulement que à l'intérieur, on est faible. Il y a la corruption, il y a le détournement, il y a les infiltrations dans notre système sécuritaire. Ce sont des problèmes qui posent. Ce sont des questions qu'on doit poser afin de discuter et de trouver des solutions. Cette conférence-là doit avoir un soubassement. Et ce soubassement-là, c'est d'éteindre nos divergences à l'interne ici. C'est pourquoi Dr Denis Mukwege parle de dialogue national pour le renforcement de la conscience nationale. Ouais. Parce que moi, avec le renforcement de la conscience nationale, on n'aura pas tendance à se partager le pouvoir. On va parler, on va discuter sur nos problèmes internes ici. Qu'est-ce qui pousse nos frères congolais d'aller vers, n'est-ce pas, de prendre les armes contre leur propre pays. Ça ne s'explique pas. C'est qu'il y a de frustration. Pourquoi il y a toujours eu des élections triquées dans notre pays? Ça pose problème, ça crée des crises de légitimité. Et du coup, quand il y a une crise d'illégitimité, ça bloque la machine et le pays devient ingouvernable. Vous savez qu'il y a une petite branche des Congolais, moins de 10% des Congolais, qui s'accapare au moins 99% des revenus du pays. Et du coup, ça crée des inégalités, ça crée des frustrations. Ce sont des questions qu'il faut poser dans ces dialogues-là, afin de relever les acteurs politiques, la population congolaise au même niveau, d'avoir conscience des problèmes que nous avons, sans qu'il y ait partie de l'opposition, sans qu'il y ait partie de la majorité. Et dans cette cohésion-là, n'est-ce pas, dans cette prise de conscience-là nationale, on peut maintenant aller avec un seul langage et discuter avec les autres à l'unisson. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à taire les divergences entre les acteurs politiques, entre les différents leaders, et ça balise, n'est-ce pas? Mais à l'image, ça c'est à l'image même de nos pères de l'indépendance. Vous savez qu'en 1959, lorsqu'il y a eu une conférence à Berlin, à l'interne ici, il y avait des partis politiques qui étaient certains de la Bako, certains de Lumumba, des partis tribaux. Ils ne s'attendaient pas. À un moment donné, Lumumba s'était retrouvé en prison. Et pendant qu'il était en prison, c'est le moment où la conférence de Belgique était convoquée. Nos pères ont exigé que Lumumba soit libéré et qu'il participe pour que tous puissent prendre part à cette conférence-là. Et c'est dans cette logique-là que Mukwege dit, allons au dialogue, effectivement, pour parler de nos problèmes et non pas pour partager le pouvoir. Parce que quand on partage le pouvoir, on oublie les problèmes des Congolais. On oublie les soucis de notre population. Aujourd'hui,
sans la paix, sans la sécurité, on ne peut pas s'attendre à un quelconque développement. Aucun investisseur ne peut pas venir dans un pays où il y a la guerre, il y a le bruit de bottes dans tous les endroits pour venir investir son argent. Mais quand il y a la paix, il y a la sécurité, notre pays, et on développe une situation de climat, des affaires propices, les investisseurs viendront d'eux-mêmes. Et je crois que ça aussi, ça peut aussi booster, n'est-ce pas, les entrepreneurs locaux à émerger. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, madame, les entrepreneurs locaux aussi sont asphyxiés, n'est-ce pas? Le fisc au Congo ne facilite pas, ne favorise pas aux Congolais d'émerger. Il suffit seulement d'ouvrir une petite boutique à côté. Demain, il y aura plusieurs services avec des taxes. Et puis, ça aussi, c'est de l'insécurité. On appelle ça l'insécurité fiscale. Et dans cette situation comme ça, on ne peut pas s'y poser tel ou tel autre développement. Et donc, le dialogue, il est nécessaire. On ne peut pas refuser aux Congolais de dialoguer. Mais pas un dialogue qui va tourner, pas dans le format de Martin Fayoulou, qui risquerait de tourner autour des individus, autour de partage de pouvoir, tout en oubliant, n'est-ce pas, le problème profond de la population congolaise. Mais au moins, si nous tous Congolais, on se nivelle au même niveau de la prise de conscience de nos problèmes, ça peut faire en sorte que la paix soit rétablie, et cela sans guerre, madame. C'est pour dire que Mukwege a des stratégies pour mettre fin, de par la politique qu'il mène, à la guerre. Vous êtes sans ignorer, madame, qu'en 19, je vais vous donner un exemple. En 2010, Dr Denis Mukwege, par sa plaidoirie, il a pu décrocher, je crois, la résolution 1502 à l'ONU. Cette résolution-là interdit l'exploitation et la commercialisation de matières premières venant, n'est-ce pas, des zones de conflit, en particulier la RDC. Ça, c'est obtenu à l'ONU. Il y a aussi les rapports mapping qui existent. Ce ne sont pas les Congolais qui ont fait ces rapports mapping-là. Ce sont les experts de l'ONU qui ont mis ça, n'est-ce pas, à la disposition de notre pays. Qu'est-ce que notre pays fait de tous ces instruments juridiques-là, n'est-ce pas, pour qu'on puisse quand même coincer ceux qui nous agressent? Parce que si on brandit seulement cette résolution-là de l'ONU, toutes les multinationales là, on peut les poursuivre. Parce qu'il y a cette résolution-là qui interdit, n'est-ce pas, l'exploitation et la commercialisation de matières premières. Or, aujourd'hui, l'industrie automobile utilise notre cobalt, notre cuivre. C'est indispensable à l'industrie automobile aujourd'hui. Aujourd'hui, Madame Ranta, je vois les jeunes sont fiers parce qu'il y a iPhone Pro 16 qui sort. Mais n'oubliez pas les coûts humains de la fabrication, n'est-ce pas, de ces iPhone Pro 16, c'est pas moi comment on appelle ça, parce que moi je m'intéresse moi à ça. On ne doit pas oublier les coûts humains. Ce sont les enfants qu'on utilise dans des carrières minières. Ce sont nos jeunes filles qui sont violées chaque jour. Ce sont nos mamans qui sont tuées et violées chaque jour pour extraire ces minéraux-là. Et pourtant, il y a la possibilité, n'est-ce pas, Madame Ranta, d'inviter toutes ces entreprises-là de travailler dans la quiétude, dans la paix. La RDC va gagner et le monde aussi pourra gagner. Partenariat gagnant-gagnant, qui est dépassé par des proxys téléguidés qui sont les Ronald Ouganda, qui sont connus déjà d'avance, en fait, de mettre notre pays à genoux. Et ça, c'est la diplomatie qui devrait mener le pouvoir. Mais c'est le docteur Denis Mukwege qui le mène aujourd'hui. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, parce que j'ai suivi Mme Soumina aussi lors de Génocoste, lors de la célébration de Génocoste, soulever la question de mettre en place le tribunal pénal international pour la RDC. Il a plaidé pour ça. Mais j'ai dit à Madame la Première ministre, il y a docteur Denis Mukwege qui est très avancé à la matière. C'est un digne fils du pays. Il n'est pas hostile à la République. Tout ce qu'il fait, c'est pour le maintien de la paix. Vous pouvez le rencontrer, vous pouvez aller en Panzi, ou bien soit l'inviter de le recevoir dans vos bureaux, pour qu'il puisse partager son expertise en la matière. Il est très avancé. Et je peux vous dire aujourd'hui, madame la journaliste, que la seule voix audible que nous avons au niveau international, c'est le docteur Denis Mukwege. Il est crédible. Il est candidat de l'étranger. Non, le candidat de l'étranger. Vous savez, être prix Nobel de la paix, ce n'est pas un dos qu'on a donné à Denis Mukwege. Parce que c'est là qu'est le problème. Si aujourd'hui, la cité de Panzi est trop visitée par les diplomates internationaux, ce n'est pas parce que Mukwege je ne sais pas, non, c'est parce que Mukwege a travaillé. Ce qu'il est aujourd'hui prix Nobel, c'est le fruit de son travail. Et quand il a commencé son travail, il n'avait pas aucune ambition d'être dans la gynécologie réparatrice.
C'est un gynécologue comme tout autre gynécologue. Et il a formation. construit l'hôpital Panzi pour donner la facilité à nos mamans d'accoucher normalement. Mais au fil du temps, il a commencé à recevoir des cas de viol. Et ça a commencé à l'interpeller. Et c'est là qu'il a commencé son travail. Et c'est grâce à son travail-là, quand il a vécu tout ça, c'est alors qu'il a commencé à mener des plaidoiries. Et c'est en fonction de ce travail-là que le monde a reconnu son travail. Tu vois? Et c'est ainsi qu'il a commencé par être primé, il a eu le prix de Sakharov, il a été prix Nobel témoin mondial de paix, le prix de l'ONU, le prix de paix de l'ONU, tout ça, c'est en fonction de son travail. C'est son travail qui l'a fait connaître, et ne pas autre chose. Vous voyez un peu, Madame Ranta. Et donc, dire que c'était un candidat de l'étranger, c'était une campagne de diffamation, n'est-ce pas, pour désorienter la population congolaise à ne pas faire un beau choix. Et aujourd'hui, je suis conscient que les Congolais sont au regret, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'on nous a promis, rien, on ne voit rien, mais tout ce que Mukwege a interdit, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je vais vous donner quelques exemples. Avant que nous n'allions, que notre pays signe les accords de l'AIS, comment on appelle ça, comment on appelle ça, la communauté de l'Afrique de l'Est. Mukwege a dit au gouvernement, non, ça ce n'est pas une bonne affaire. Ne laissez pas d'autres armées extérieures viennent sécuriser notre population. N'allez pas dans cette aventure-là. On l'a traité de jaloux. Il dit encore, ne précipitez pas le départ de la MONUSCO au pays. Parce que quand vous partez, la MONUSCO part, toutes les zones que la MONUSCO occupe, toutes les zones contrôlées par la MONUSCO sera vide. Et c'est la population qui risque encore de se retrouver dans l'insécurité. Ils n'ont pas compris ça. Ils ont laissé la MONUSCO partir, ils ont signé l'accord de l'AEC. Mais aujourd'hui, nous savons tous comment est-ce que l'AEC, comment l'EAC a quitté notre pays. Ils sont partis parce qu'ils n'ont pas résolu le problème, ils n'ont pas été à la hauteur du problème. Et surtout que, parmi ces contingents, il y avait le pays qui soutient, n'est-ce pas, les agresseurs, comme par exemple comme l'Ouganda. Le président aujourd'hui, Ruto, il est proche. William Ruto, il est proche de Kagame, il est proche de Kagame, de Museveni. Et ce sont ces gens-là qu'on a amenés pour sécuriser nos populations. C'était une grosse erreur d'extravertir la sécurisation des Congolais. Ça, c'est Moukou qui a lancé un cri d'alarme. Mais on l'a traité de jaloux, on l'a traité de novice à politique. Tout ça, c'était pour les diffamer, pour les disqualifier. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais je peux toujours aussi dire qu'il n'y a pas aujourd'hui un acteur politique qui a mieux fait que Denis Mukwege. Il n'y en a pas. Vous pouvez regarder le bilan de tout et chacun. Tous ceux qui ont des bilans, c'est avec le moyen de l'État. Mais Mukwege, sans les moyens de l'État, les œuvres sont là. Et financées aussi par les Occidentaux. Je dis ceci, madame, les œuvres de Mukwege sont là. Quand vous allez à ma campagne, à Avenue Forêt, en face, pour bien préciser, en face de l'ancienne résidence de Papa Wemba, la fondation Panzi est là, qui donne des soins gratuits à la population quinoise. Toutes les victimes de viols et de violences de Mobondo, dans les Maïndombe, dans les Kwango, sont soignées gratuitement, sont prises en charge gratuitement à la fondation Panzi. Vous dites qu'il est financé, bon évidemment, bien, nous disons qu'il est financé. Mais le gouvernement congolais n'est-il pas financé par la Banque mondiale? N'est-il pas financé par la communauté internationale? Qu'est-ce qu'on fait de financement de la communauté internationale, de la Banque mondiale? Est-ce que ça affecte le bien-être de la population? Parce que quand on finance... On finance la gratuité de l'enseignement. Hein? Non, madame, est-ce que la gratuité de l'enseignement elle est effective? Je suis certain que vos enfants ne sont pas dans les écoles de la gratuité. Vos enfants sont dans le privé. Pourquoi? Parce que vous voulez maintenir le niveau de vos enfants. Tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui d'entre ces enfants sont dans la gratuité? Est-ce que la gratuité elle est effective? À Popo Kabaka, dans votre village, dans le Kouil ou partout dans le Congo profond. La gratuité de la maternité, où? À Kinshasa. Le problème que nous avons à Kinshasa, c'est que nous voulons limiter la République démocratique du Congo à Kinshasa. Madame, la République démocratique du Congo est le vaste. J'ai eu la chance, madame, de faire le tour de Grand Équateur. Mais non, il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous imaginer si ces gens-là sont autant contemporains aujourd'hui. Et tout ce monde-là
Ils ne sont pas affectés par tout ce que vous venez de dire, la gratuité et consorts. C'est ça le problème. Donc le problème, elle est profonde. Et c'est ce qui aussi tire vers le bas. C'est ce qui fait que nous puissions perdre aussi notre crédibilité dans les conseils des nations. C'est là qu'il y a le problème, Madame Ranta. Et donc on a intérêt à relever la situation en commençant par être sérieux d'abord à l'interne. Si on n'est pas sérieux à l'interne, n'attendez pas le respect de la communauté internationale d'autres pays. Ouais. Si on ne doit pas attendre la communauté internationale, alors que Mukwege, dans son dialogue, il veut qu'on soit en face de la communauté internationale. Voilà pourquoi il faut toujours maintenir, avoir la diplomatie, avoir de très bonnes relations avec cette communauté internationale pour qu'au moment opportun, on leur dise de vérité en face. Madame Ranta, pendant le premier mandat, on nous a vanté la diplomatie agissante. Quels en sont les résultats aujourd'hui? Qu'est-ce que cette diplomatie agissante a gagné pour la RDC? Parce que l'insécurité est toujours là. La situation sociale des Congolais est toujours au plus bas niveau. C'est ça le problème. Donc on ne peut pas parler de cette diplomatie agissante. Et Mukwege aujourd'hui... Quelle est la démarche que mène Denis Mukwege pour que ces dialogues aient lieu? Parce que maintenant, c'est Martin Fayulu qui s'est prononcé pour ces dialogues. C'est bien de proposer quelque chose, mais il faudra aussi mener des plaidoyers par-ci, par-là pour la tenue effective de ces dialogues. Vous êtes sans ignorer, Madame Ranta, que la cité de Panzi est très visitée aujourd'hui par les diplomates internationaux. Pourquoi? Parce qu'ils font confiance. Mukwege est crédible. Ils vont vers Mukwege parce qu'ils estiment que Mukwege a la solution, a de bonnes propositions. Et Mukwege, quand ils sont avec les diplomates, ils parlent de la situation. Ils plaident pour que cette conférence internationale soit tenue. Parce qu'on ne doit pas toujours continuer à indexer le petit Rwanda. Mais est-ce qu'il s'est déjà adressé à la population pour que la population le soutienne dans cette démarche? Je dis encore que Dr Denis Mukwege, il parle de dialogue pour la consolidation de la conscience nationale. Ça doit commencer ici. Parce qu'il doit avoir le soutien des Congolais pour cela. Mais Mukwege a le soutien populaire. La candidature de Mukwege a été portée. La candidature de Denis Mukwege a été portée par Denis Mukwege. La caution a été payée par la population congolaise. Ce sont les mamans qui sont mises ensemble. Ils disent non. Qui ont cotisé. Docteur Mukwege, nous sommes en danger. Et si vous n'intervenez pas, ça serait non-assistance en personne en danger. Et donc, il a le soutien populaire. Nous sommes nombreux démocratistes, on est nombreux. De par le pays, de par le monde, toute la diaspora soutiennent la démarche de Denis Mukwege. Aujourd'hui, madame, on ne peut pas vivre en vase clos. Et nos droits au niveau de la communauté internationale, nous devons les revendiquer. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nos parents ont payé de leur prix pour la paix au niveau international. Et à travers cela, la communauté internationale aussi doit nous rendre l'ascenseur. Nulle part le Rwanda a contribué, n'est-ce pas, au maintien de la paix au niveau international. L'Ouganda, nulle part. Mais nous avions participé. Nos grands-parents ont participé. Et donc, la communauté internationale aussi doit nous rendre l'ascenseur. Mais c'est là, pour que cela soit réel, on doit commencer par être sérieux, madame. Vous savez, aujourd'hui, il y a des indicateurs internationaux sur lesquels on évalue un pays avant de classer ou bien de donner une certaine valeur. Quand vous regardez les indicateurs de transparence internationale, à ce qui concerne les détournements et la corruption, notre pays est classé parmi le premier pays corruptible. Les détournements et consorts. La corruption bat son plein dans notre pays. Et avec ça, on ne peut pas être respecté. Il suffit seulement, n'est-ce pas madame, un investisseur vient au pays. Pour qu'il installe son entreprise, le politique l'exige. Des pourcentages sur le capital social. On a vu un entrepreneur qui a dénoncé en face de la première ministre un certain Roli qui demandait des commissions de 50 allant jusqu'à 50 000 dollars. Ça c'est un cas qu'on a décrié, qu'on a dénoncé. Mais il y a beaucoup de cas comme ça. Et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs viennent quand même malgré la situation de sécurité, mais ils sont découragés par ces genres de pratiques. Imaginez-vous Madame Ranta, quelqu'un qui vient investir par exemple 1 milliard de dollars au Congo, qu'on lui demande de donner 10% de cet argent-là. C'est des millions quand même. Il ne peut pas donner. Il préfère aller à Brazzaville. Il préfère aller, c'est pas moi, en Tanzanie, mener son projet. Et c'est nous qui perdons. Et tout ça, ça tire vers le bas l'image de notre pays. Et ça ne fait pas respecter. C'est pourquoi j'ai dit tantôt
qu'à l'interne, ici, on doit commencer à être sérieux. C'est pourquoi, pendant la campagne, Dr Denis Mukwege disait que il a donné trois éléments qu'il fallait combattre. Mettre fin à la famine, mettre fin à la guerre, mettre fin au vice. Si ces trois éléments-là sont réunis, on parvient à les combattre dans notre pays, c'est alors qu'on pourra penser les infrastructures. C'est alors qu'on pourra penser le développement et consorts. Parce que avec la famine, on ne peut pas construire le pays. Ventre creux n'a point doré. Vous ne viendrez pas sur le plateau ici présenter l'émission si vous êtes affamé. La guerre. Les investisseurs ne viendront jamais dans un pays où il y a le bruit de bottes. Dans un climat d'insécurité, il ne viendra pas mettre son argent. Le vice, ce sont les détournements, l'impunité, n'est-ce pas, la corruption, l'écoulement de recettes publiques. Tous ces problèmes-là, ça devrait d'abord commencer par régler. Donc ce sont ces problèmes-là. En plus, madame, ce sont des problèmes qui sont qualitatifs, qu'on ne peut pas palper, mais qu'on néglige. On s'attelle sur ce qui est quantifiable. Oh, à un moment donné, j'avais lu le rapport de PNID qui disait que le valeur qualitative sont plus pondérantes dans le développement d'un pays que le valeur quantitatif. Pourquoi? Parce qu'on peut bien vouloir construire des routes. Il y a des projets que le gouvernement a lancés là pour la construction des routes, des écoles et consorts. Projet Tilé-Gelou. Projet Tilé-Gelou, tout ça. L'argent est déboursé, mais sur le terrain, rien n'est fait. Détourné. Vous voyez qu'il y a la volonté. Mais ce qui est qualitatif là n'est pas au rendez-vous. Le civisme. C'est ça le problème. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, venait de lancer une campagne respectant les règles et devoirs ou les lois de la République. C'est pour restaurer l'autorité de l'État. C'est aussi encourageant pour mettre fin à ces vices dont a décrié Denis Mukwege. Quand le ministre de l'Intérieur, que je respecte, M. Jacquemain Chabani, lance cette campagne-là, il adresse à qui? À la population congolaise. Bon, j'estime que ça, c'est un problème. Il doit d'abord commencer par parler avec ses pairs avec lesquels ils sont au gouvernement, avec le mandataire des entreprises publiques. Ce sont eux d'abord qui doivent... Parce que ce sont eux qui font appliquer la loi. Ils doivent respecter. Ils doivent d'abord commencer par être des modèles. Mais je me disais, est-ce qu'il faudra une campagne pour sensibiliser la population au respect de loi, au respect de règles? Parce qu'il y a déjà... De lois existent. Les lois, elles existent. Les règles, elles existent. Mais seulement, il faudra maintenant que l'État soit fort, que l'État commence à sanctionner. Quand il y aura la sanction, c'est alors que la population sera contrainte. Parce que la loi, elle est contraignante. Mais quand on lance une campagne, je me dis... Madame, il y a une structure qui a été créée au niveau de la présidence de changement de mentalité, je ne sais pas. Quel est son bilan? Qui en parle aujourd'hui? Qu'est-ce que cette structure-là a rapporté dans le changement de mentalité? Je dis, quand la tête est pourrie, quand la tête ne fonctionne pas bien, le reste du corps ne va pas donner des résultats qu'on entendait. Cette campagne-là doit d'abord commencer avec le membre du gouvernement, avec le chef d'entreprise publique de l'État. Les mandataires. Ceux qui ont la décision, le mandataire, le magistrat et consorts. Ce sont eux qui doivent d'abord... Parce que quand ils répondent, ils sont modèles, la population suivra. Mais commencer avec la population qui n'a pas de revenus, qui n'a pas de moyens, ça ne passe pas. Donc ça doit commencer au sommet. Ça doit commencer au sommet. Et après, ça pourra suivre. En parlant de justice, il y a une autre question qui fait débat, c'est la tentative de l'évasion de prisonniers au CPRK, au centre pénitentiaire de Kinshasa, aujourd'hui, qui malheureusement... 129 personnes ont perdu la vie, les causes ne sont pas encore bien élucidées. Mais aujourd'hui, les problèmes se situent au niveau comment ces enquêtes pourront démanteler la cause même de cette évasion, alors qu'on a connu une évasion à l'époque de Joseph Kabila avec Némoa Dansemi. Aujourd'hui, ces mêmes problèmes reviennent. Est-ce qu'il faudra que ces enquêtes nous disent, ou il faudra qu'il y ait des solutions, qu'il y ait déjà de mesures pour que cela ne se répète plus? Parce qu'aujourd'hui, on attend les enquêtes. Est-ce que vous pensez qu'en RDC, ces enquêtes peuvent donner quelque chose? Aussi longtemps que nous savons, plusieurs enquêtes n'ont jamais pondu quelque chose de bon, rien que de souris.
Oui, madame, ici d'abord, c'est de rendre hommage aux Congolais qui ont péri dans ces drames-là et présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu les leurs. Le regret ici encore, c'est que... Il y a encore, il faudra qu'on se le dise, hein, il y a aussi ces familles-là ne savent pas qui est là et qui n'est pas là. Parce que le ministre, il y a une note circulaire, on a demandé à ces familles d'aller identifier les corps. Ça veut dire qu'il y a il y a un dysfonctionnement même au sein de l'administration. L'administration pénitentiaire. Mhm. Je disais, il y a un problème sérieux dans notre pays, c'est ça, je disais le problème, le vice. Mais le grand regret ici, c'est que la vie humaine au Congo n'a plus de sens. Banalisé. C'est banalisé, on marche dessus, et pourtant, le droit à la vie est consacré par la Constitution. Le droit de l'homme au Congo, ça n'a plus son pesant d'or. Et ça, c'est dangereux. Si quelqu'un peut mourir, vous êtes condamné, vous êtes en prison, et que la mort vous surprend encore dedans, c'est qu'il y a un problème sérieux. Malheureusement, les associations de droits de l'homme, jusque-là, ne disent rien. À l'époque de Joseph Kabila, je voyais maître Georges Kapiamba de la cage dénoncer ces tueries. C'est ça, malheureusement, c'est ça la on question. Ne le sent plus. C'est ça la question qu'on se pose. Mais je pense que le gouvernement doit élucider à l'opinion publique qu'est-ce qui s'est passé réellement. Clarifier, nous dire le bilan exact. Le bilan exact, qu'est-ce qui s'est passé réellement, la source du problème est où, qui voulait s'évader de la prison. Parce que parce qu'il y avait déjà un processus de désengorgement qui avait été lancé. Il y avait ce processus de désengorgement qui était déjà lancé par le ministre. Mais vous savez que les prisons ont des services de renseignement à l'interne même. Moi, je me demande comment ce genre d'opération... Le chef de l'État a même demandé qu'il y ait ces services... Je voulais d'abord demander comment ce genre d'opération pouvait s'organiser dans une grande prison comme le CPRK, sans que le service de renseignement qui soit à l'interne là-bas ne soit informé en fait de décourager cette pratique-là. C'est qu'il y a un problème. Si aujourd'hui le chef de l'État demande à ce que cette structure-là soit créée, mais moi je suppose que ça existe déjà, parce que là, la nerf est partout. Donc ça prouve en suffisance qu'il y a aussi la faiblesse. Il y a une faiblesse dans l'administration pénitentiaire qu'il faut réorganiser davantage. Ouais. Mais au-delà de ça, moi la question que je me pose, quelles sont les conditions sociales des prisonniers à Makala? Parce qu'en 1957, quand cette prison-là, 1957, a été créée, ça a été créé pour 1500 personnes. Aujourd'hui, ils sont au-delà de 15 000. Au-delà de 15 000. Et depuis lors, on n'a jamais créé une autre prison à Kinshasa. Et pourtant, la population s'accroît de façon géométrique. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, on parle de plus de 17 millions d'habitants. Or, à l'époque, c'était moins de 250 000. Ça, c'est déjà un problème. Ok, le gouvernement devrait déjà trouver solution dès le départ. Ouais. Et donc, la construction d'une autre prison plus grande que celle de Makala est imminente et nécessaire. Parce que il est inconcevable de s'imaginer l'espace qui a été construit pour 1500 personnes puisse héberger aujourd'hui 15 000. Quelles sont les conditions de vie là-bas? Est-ce qu'ils ont l'électricité en permanence? Est-ce qu'ils ont de l'eau en permanence? Est-ce qu'ils mangent à leur faim? Et ça, c'est le gouvernement qui doit leur en assurer. Parce que les prisonniers, ils sont en charge du gouvernement. Les gouvernements doivent assurer à ces prisonniers le bien-être tout en étant en prison. Parce qu'on dit que c'est un centre de rééducation. Pendant qu'ils sont condamnés, ils sont là. Quelles sont les activités qu'ils font à l'interne? Parce que dans notre siège, les prisonniers participent à des travaux à l'agriculture. Ils font les bénévolats. Ils font les bénévolats. Ouais. Et d'autres, ils sont en prison, ils étudient, ils écrivent des livres pour édifier ceux qui sont dans la liberté. Mais là, les nôtres sont surpris par la mort. Alors, que la commission qui a été mise en place puisse travailler et élucider aux Congolais ce qui s'est passé. Mais vous savez que vous savez qu'au Congo, vous savez pas de clarification. Vous savez, madame, rentre qu'au Congo, quand il y a des enquêtes comme ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Les enquêtes n'aboutissent toujours pas à des résultats qu'on attendait. C'est regrettable. Mais on doit respecter la vie humaine. La vie humaine doit être respectée c'est consacré par la Constitution. Très bien, la justice congolaise est malade vraiment parce qu'aujourd'hui, cette Kikouni
qui serait interpellé par une note de l'ANER. Mais il est introuvable jusqu'à présent. Certains même parlent de sa mort, alors que jusque-là, il est introuvable. Comment imaginer dans un état normal qu'un individu soit interpellé et après, on n'a plus de traces, père de famille, qu'il est? C'est ce qu'on a dit, l'état des droits est vidé de tout son sens. L'état des droits n'est pas au rendez-vous au Congo. Parce que la Constitution, je crois, et nos lois, donne le droit, n'est-ce pas, à un inculpé, s'il est inculpé, il est accusé de quelque chose, d'entrer en contact avec ses avocats, avec sa famille. Mais ça fait maintenant près de plus ou moins 8 jours que cette Kikouni est introuvable. Est introuvable et on ne sait pas vraiment les situer, parce que quand je lis sur les réseaux sociaux, on ne sait pas vraiment les situer. C'est ça. Donc, il devrait normalement, s'il est inculpé de quelque chose, on devait lui donner la possibilité d'entrer en contact, de se présenter devant son juge naturel avec ses avocats pour qu'on puisse l'attendre. Présenter ses moyens de défense. Parce que c'est un père de famille, fils de quelqu'un, c'est un Congolais, il a sa liberté de s'exprimer. Si ça choque, s'il est interpellé, on doit l'écouter en compagnie de ses avocats et voilà. Mais la mener comme ça à un endroit inconnu, ça pose beaucoup de questions. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les réseaux sociaux, ça jette un discrédit sur le pouvoir. Et du coup, c'est tout ça, c'est tous ces genres d'éléments qui tuent vers le bas, n'est-ce pas, notre pays. Je crois que le pouvoir n'a pas, ça bénéficie vraiment au pouvoir, ces genres de pratiques. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de nous quitter, il y a la question de réforme. En RDC, il y a toujours des réformes qui s'annoncent par-ci, par-là. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une chance qu'on peut donner à toutes ces réformes? Par exemple, au sein de l'administration publique, il y avait de réformes. Il fallait que les fonctionnaires se présentent au travail à 8 heures. Est-ce qu'il y a un suivi? Il y a le ministre de la Justice qui est venu, qui a annoncé des réformes. Aujourd'hui, il a été testé positif au poison. Oui, d'abord, je commence par souhaiter prompt rétablissement au ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, qu'il puisse nous revenir au pays en bonne santé et continuer son travail. Et il fait preuve d'une certaine énergie, mais qui, à mon niveau, cette énergie doit être canalisée par le respect de la Constitution. Très bien. Par là de réformes, il n'a apporté aucune réforme jusque-là. Il n'y a aucune réforme qu'il a apportée au niveau de la justice. Parce que quand il parle de la bancarisation, mais ça existait déjà. Seulement il a renforcé. Mais ce n'est pas lui qui a apporté ça. C'est pas un fait nouveau. C'est pas un fait nouveau. Parce qu'il y a des cautions. Oui, là, j'ai parlé de coulage des recettes de l'État ici. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de banques qui perçoivent le frais de l'État. Seulement qu'il n'y a pas de suivi. Il est venu renforcer la décision qui existait déjà. Malheureusement, il est victime d'un empoisonnement. C'est ça que j'ai dit. J'ai commencé par les souhaiter prompt rétablissement. Ouais. Et le problème qu'il y a aujourd'hui à la justice, parce que c'est pour dire que les Congolais eux-mêmes n'aiment pas que les choses changent. Non, nous voulons rester toujours... Ce n'est pas ça, madame. Ce n'est pas ça. Dans le conseil des ministres qui s'est tenu récemment, on a demandé au ministre de la Justice de régler le problème qu'il y a avec le magistrat dans le cadre des concertations, dans le cadre des concertations qui organisent ces secteurs-là de justice, donc le Conseil supérieur de la magistrature. C'est là qu'on l'a renvoyé. Parce qu'aujourd'hui, le magistrat, j'ai suivi M. Firmin, vous si j'ai bonne mémoire, le président de la Cour constitutionnelle aussi, s'opposait, n'est-ce pas, s'opposait aux prises de position du ministre. Il a été jugé des populistes. Mais non, c'est réel. C'est réel. Donc, je crois que l'énergie dont il fait preuve, c'est bon, mais ça doit être canalisé, n'est-ce pas, dans le respect de la Constitution. Je vais vous donner un exemple. Il fait signer comment on appelle ça, un décret à Madame la Première ministre, interdisant à ce que on ne puisse plus organiser des saisies sur des saisies de comptes des entreprises publiques. Et pourtant, cette matière-là n'est pas régie par nos lois internes. Notre pays, nous sommes signataires des droits au WADA. C'est le WADA qui régit tout ça. Quand bien même ce décret-là est signé, je vois le sentiment patriotique, n'est-ce pas? Mais tant que même si ce décret-là est signé,
et qu'il y a les droits au WADA qui existent, c'est les droits au WADA qu'on va appliquer. Pourquoi? Parce que les droits au WADA, tant que nous avons signé ça, c'est supérieur à nos lois internes. Donc ça n'a pas d'effet. Mais également, ça cause encore un problème. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi on a consacré cette disposition-là dans le, comment on appelle ça, dans les structures de l'OADA? C'est parce que certains pays ne sont pas, en fait, n'honorent pas leurs dettes, comme notre pays. C'est ce qu'on dit. N'honorent pas ses dettes. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des moments où les entreprises publiques signent des accords avec des entrepreneurs, avec des partenaires. Et ils demandent aux entrepreneurs de préfinancer le projet. Ils préfinancent, mais au finish, l'entreprise publique ne paye pas, ne rembourse pas à l'entrepreneur. Et du coup, l'entreprise se retrouve dans les difficultés. Maintenant, on a mis ça pour créer l'équilibre. Vous, entrepreneurs, vous préfinancez et à l'entreprise publique de payer. S'il ne paye pas, vous avez le moyen de recouvrement. Et parce que quand l'entreprise sait que si je ne paye pas, on va saisir mes comptes, alors ça lui met dans l'obligation de payer. Ouais. Et quand ça ne paye pas, c'est là que vous trouvez aujourd'hui notre pays avec beaucoup de dettes. Quand vous allez à la direction des dettes publiques, je crois, vous allez voir que non, les dettes internes et les dettes externes sont exorbitantes. Pourquoi? Parce que nous ne payons pas. Les entreprises publiques s'engagent avec des entrepreneurs, ils signent des accords, mais quand l'échéance de paiement arrive, ils ne payent pas. 2-3 mois après, l'entrepreneur part en justice. Quand il va en justice, il demande le dommage d'intérêt. Là, il fallait payer $100,000, on amène à $500,000. Mais les $500,000 là aussi, l'entreprise publique ne paye pas. Ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter jusqu'à ce qu'elle aille dans des tribunaux internationaux pour régler les différends entre les investisseurs et l'État. Et là encore, on ajoute encore des dommages et intérêts. Et il se retrouve dans des situations de payer des millions de dollars. Mais moi, on peut dire qu'il a vraiment pris le courage de dénoncer certaines choses. Nous sommes arrivés à la fin. Le courage, c'est bien. Le courage, c'est bien. Mais il ne faudrait pas que ça aille dans le désordre. Il y a les textes. Je vous donne un exemple, madame. Regardez les avocats, permettez-moi. Les nouveaux juges qu'on a recrutés. Ils sont en train d'organiser des sit-ins à la cité de l'OIA. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Quel résultat que le gouvernement peut attendre de ces magistrats-là, alors que déjà ici, ils sont maltraités? Commencez d'abord par le mettre dans des bonnes conditions de travail. Vous savez que les magistrats, ils s'achètent eux-mêmes des papiers duplicataires. Ils n'ont pas le fait de fonctionnement. Déjà, comme ça, comment ils ne vont pas succomber à la corruption? Très bien, Marius Moubalama, c'est la fin de Tribune de ce jour. Merci d'avoir répondu à cette invitation et à très bientôt. Merci, Madame Randa, de m'avoir invité. Et merci à nos populations qui nous ont suivis. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. C'est la fin de votre magazine Tribune. Nous vous retrouverons très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.